Bonjour, d'abord, je me présente, Renée Lévesque, directrice au développement pour Cheval Québec et je suis accompagnée de Nicole Duplessis, la présidente de Cheval Québec. Bonjour. Merci de participer à cette présentation qui vise à informer les propriétaires des centres équestres du scénario de retour de plusieurs activités équestres dans les écuries à compter du 20 mai. Je vais essayer dans la présentation de répondre le plus possible à toutes les questions que je pense que vous pourriez avoir et la clarification des zones grises se feront à la fin de la présentation. J'aimerais insister sur le fait qu'actuellement, sur 3 demandes qui ont été faites par Cheval Québec concernant le retour aux activités équestres, il y en a quand même 2 qui ont été acceptées. À notre grand désespoir, hier, on a appris que les cours n'étaient pas permis. Et on travaille fort pour que ça devienne permis le plus rapidement possible. Alors, je voudrais également vous dire que certains d'entre vous ont dû participer au récent webinaire. Alors, il y a des choses qui vont se répéter, mais comme le webinaire est enregistré et que d'autres personnes pourront le voir, bien, il faut absolument que je passe à travers toutes les diapositives. Donc, le protocole de biosécurité a changé de look un peu. Il a changé de look pour 2 raisons. La première étant qu'on avait tellement de choses à ajouter parce qu'il y a des choses qui s'ajoutaient au fur et à mesure qu'on a changé le format et également pour le fait qu'en séparant les pages contenues dans ce protocole, ça vous permet de pouvoir les utiliser et de les afficher selon vos besoins dans l'écurie. Alors, la première page, c'est des aspects, un aspect général. Les mesures de base, sachez que le virus peut être désactivé facilement avec du savon, du désinfectant. Le fréquent lavage des mains entre chaque cheval, d'une pièce à l'autre, en arrivant et en quittant l'écurie est nécessaire. Le port du couvre-visage en public est fortement recommandé par les instances gouvernementales. C'est ce qu'on avait écrit au départ. On a reçu, par contre, ce matin, une précision. Alors, je vais vous la lire. Le port d'un masque ou d'un couvre-visage est recommandé lorsque vous êtes dans les lieux publics et lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Toutefois, vous n'avez pas à le porter s'il gêne votre capacité à respirer lors de l'effort physique. Respectez la distanciation physique recommandée. Donc, au fond, vous le portez quand il y a du public, quand c'est difficile de respecter le 2 mètres, et si vous êtes à cheval et que vous êtes incommodé par le port du masque, vous pouvez l'enlever. Donc, cet élément-là dans le protocole va être corrigé aujourd'hui, mais avant qu'on vous le fasse parvenir. Ensuite, bon, encore une fois, respecter la distanciation sociale de 2 mètres, favoriser l'étiquette respiratoire, tousser, éternuer à l'intérieur de votre coude. Observez-vous et si vous présentez un des symptômes de COVID-19, ne vous présentez pas à l'écurie. Dans cette page-là, dans cette diapositive-là, on s'adresse à tout le monde, autant les propriétaires de centres que les propriétaires de chevaux, que les clients qui pourront se rendre à l'écurie. Par rapport aux animaux, sachez à ce jour qu'il n'y a aucune évidence de la transmission de COVID-19 des animaux aux personnes. Apparemment, une annonce a été faite ce midi que de chat à chat, ça pourrait avoir lieu. Alors, il faudra qu'on suive les informations à ce sujet. Et ensuite, sachez que les animaux exposés au virus par une personne malade peuvent être en théorie un vecteur passif du virus de façon transitoire. Les produits recommandés, solution alcoolisée à plus de 60%, solution à base d'eau de javel, 1 part d'eau de javel dans 9 parts d'eau, produits nettoyants avec peroxyde d'hydrogène en vente libre et il y a tout un paquet d'autres produits qui peuvent être utilisés, dont on trouve la liste sur la page COVID du MAPAC, pas du MAPAC, du gouvernement du Je m'excuse, est-ce Québec. qu'il doit y avoir un partage d'écran à ce niveau-ci? Oh oui, merci Nicole, excuse-moi. Je n'ai pas fait de partage d'écran. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la... Oui. Alors, je vais juste enlever ceci. Donc, je parlais des mesures de base. Je m'excuse, ça m'avait échappé. Les mesures de base que j'ai lues, les animaux ici et les produits recommandés. Je vous rappelle que c'est sur une page. Chacun des sujets se trouve sur une page que vous pourrez utiliser, imprimer et afficher dans votre écurie. La deuxième diapositive traite du propriétaire de l'écurie et de son personnel. Alors, ce qu'on rappelle ici, c'est qu'actuellement, seuls les clients qui sont autonomes sont admis à l'écurie. Donc, des gens qui sont capables de préparer leur cheval, de les monter ou de les atteler pour pouvoir les utiliser.
De façon générale, le propriétaire demande à son personnel et prévoit ces choses-là. Respecter la distanciation sociale durant les périodes de travail, limiter le nombre de personnes pour chaque période de travail, établir un horaire en évitant que les équipes ne se croisent. Identifier une équipe ou des personnes de remplacement. Prévoyez le nettoyage fréquent et la désinfection des surfaces, surtout celles qui sont touchées souvent. Nettoyer ou brosser la surface pour enlever toute matière organique avant de la désinfecter. Évitez de partager votre équipement de nettoyage avec les clients ou les fournisseurs. L'utilisation des chevaux d'école, parce que actuellement c'est possible. On verra un petit peu plus loin de quelle façon. Alors, on vous demande d'intercaler l'utilisation de chevaux d'école par une période afin de nettoyer l'équipement et le cheval avec des produits adaptés ne produisant pas d'effets non désirables sur le cheval. L'utilisation d'un même cheval d'école dans la même journée doit être faite avec beaucoup de précautions. En parlant des chevaux d'école, je voudrais juste faire une parenthèse, un lien avec ce qui a été dit. Au fond, nos chevaux sont notre équipement. Alors, on dit dans la présentation qui a été faite, dans les précisions qui ont été apportées ce matin, que la location et le partage d'équipements ne sont pas recommandés dans une première phase. Les participants doivent utiliser leur propre équipement. Si la location est permise, il faut mettre en place une procédure de nettoyage et de décontamination, désinfection du matériel. Donc, notre cheval et son équipement doivent être nettoyés et désinfectés entre les clients qui pourraient les utiliser. Par rapport aux activités maintenant, il ne pourra jamais y avoir plus de 3 chevaux montés ou attelés dans un espace donné à un même moment et ils devront toujours être à une distance d'au moins 2 mètres. Il est possible d'augmenter ce nombre pour les résidents d'une même adresse. Sur chaque diapositive, il est inscrit également, lavez-vous les mains souvent, respectez la distanciation sociale et respectez les consignes. René? Oui? Est-ce qu'il serait possible de le mettre en plein écran pour qu'on voit un petit peu plus gros, s'il te plaît? Oui. Merci. Est-ce que vous le voyez là? On le voit en forme de PowerPoint. Ici, avec mes commentaires? Oui. OK, on recommence. Je vais arrêter ça. Je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Merci. Oui, merci. OK, merci de me l'avoir dit. Donc, j'étais rendue à la diapositive 5. Ah, je change de système. Je vais changer ma diapositive. Okay. Un fournisseur à l'écurie. Alors, un fournisseur à l'écurie, c'est un médecin vétérinaire, un pareur, un maréchal ferrant et un livreur. Il y a des choses à faire avant, pendant et après. On les avait déjà dit dans le précédent protocole de biosécurité, mais je les répète. Donc, seuls les services prioritaires sont permis et seulement sur rendez-vous. Prenez soin de limiter le nombre de fournisseurs par plage horaire. Dans le doute, ne permettez pas à un fournisseur de se présenter à l'écurie. Choisissez l'espace de travail que ce fournisseur utilisera. Il devra être propre, bien éclairé et idéalement près de la porte. Ouvrez la ou les barrières pour accéder à la propriété, les portes si la température le permet et approchez les chevaux qui sont à traiter. Préparez le cheval en lui mettant son écou tout en évitant de toucher à son corps. La laisse doit être accrochée près de la porte de son box et si le fournisseur doit le manipuler. Pendant sa présence, minimisez le nombre de personnes présentes à l'écurie en présence du fournisseur. Rendez accessible aux visiteurs un point d'eau avec du savon ou une solution hydroalcoolisée pour le lavage des mains à l'arrivée entre chaque cheval et lorsqu'il quitte l'écurie. Favorisez l'échange de documents numériques et non pas de papier ou de factures, etc. Après, lorsqu'il part, nettoyez et désinfectez l'espace de travail utilisé ainsi que toutes les surfaces que votre fournisseur aurait pu toucher. Chacun de leur côté, les fournisseurs ont également des protocoles de biosécurité à respecter de façon à vous protéger au maximum. Des clients sur rendez-vous à l'écurie. Alors, il y a des petites choses dans ce document-là qui ont changé. Donc, on répète encore une fois, actuellement, seuls les clients qui sont autonomes sont admis à l'écurie. Transport vers l'écurie et le retour. Évitez de faire des arrêts. On parle aux clients actuellement. Évitez de faire des arrêts sur votre route pour vous rendre à l'écurie
et pour revenir à votre résidence. L'hygiène des mains, n'utilisez pas de gants. Le lavage des mains est plus efficace et si vous n'avez pas accès à une station sanitaire, un produit désinfectant peut être utilisé et évitez de toucher un cheval sans d'abord vous être lavé les mains. Lavez-vous les mains après avoir manipulé un cheval et évitez de toucher aux autres animaux qui pourraient être présents à l'écurie. Ne vous touchez pas le visage. Attention particulière à ceux qui portent des lunettes et ou des casquettes. Par rapport à l'équipement, utilisez seulement votre équipement personnel et ce seulement pour vos chevaux. Prenez soin de nettoyer votre équipement personnel de brosse avant et après son utilisation, s'il a été ou doit être utilisé par le personnel de l'écurie. Si vous le jugez nécessaire ou si on vous le demande, apportez le matériel requis, les coups, laisse, balais, vaporisateur, une solution alcoolisée, etc. Vous aurez aussi à prendre un engagement, on va le voir un petit peu plus loin dans le guide, mais les gens ont à respecter leur engagement avec le responsable de l'écurie en respectant l'horaire, l'espace qui lui est assigné, l'activité qui lui a été accordée et on leur demande d'être prudent. On demande évidemment de ne pas fumer sans s'être lavé les mains et si on le fait à l'extérieur de l'écurie. Utilisez votre téléphone en cas d'urgence seulement et à l'extérieur de l'écurie. N'amenez pas votre chien et vous devez prendre une entente avec le propriétaire de l'écurie lorsque vous faites appel à un fournisseur de services prioritaires tel qu'un maréchal ferrant ou un médecin vétérinaire pour vos chevaux. Alors, les clients ne peuvent pas se rendre à l'écurie sans avoir annoncé que maréchal ferrant, ils avaient demandé à un maréchal ferrant de venir. Il doit y avoir 2 rendez-vous de prix pour cet événement-là. On a ajouté, et là on est dans une section où on a ajouté une page concernant la randonnée. La randonnée qui pourrait être faite hors du site de l'écurie et qui ne serait pas dans un sentier d'un club équestre. Alors, les personnes qui vont vouloir aller en sentier parce qu'il y a des sentiers qui sont accessibles à partir de l'écurie devront respecter les éléments suivants. Donc, actuellement, seuls les clients qui sont autonomes sont admis à l'écurie. À l'attelage, les meneurs et son accompagnateur doivent résider à la même adresse. Actuellement, le transport de chevaux n'est pas permis pour une activité équestre. Seules les personnes ayant un accès direct au sentier à partir du lieu de garde de leurs chevaux peuvent les utiliser. Le nombre de participants en randonnée, un groupe d'au plus 6 cavaliers meneurs peut circuler dans les sentiers. Toutefois, ces personnes doivent avoir accès à l'écurie sans que leur présence n'excède le nombre maximum de personnes pouvant se trouver à l'écurie en même temps. Vous connaissez la façon d'obtenir le nombre maximum de personnes dans l'écurie. Si l'écurie ne peut pas recevoir plus de 4 personnes en même temps et que le groupe est de 6, ce ne sera pas possible que ça se passe puisque les 6 personnes ne pourront pas accéder à l'écurie en même temps. Là où les passagers d'une voiture hippomobile doivent tous résider à la même adresse. L'utilisation des sentiers, ce sont les règles générales que les gens doivent suivre. Les randonnées et activités de groupe organisées sont interdites. Les rassemblements sont interdits. Si vous donnez rendez-vous à d'autres personnes à un certain lieu au bout d'un sentier, ce n'est pas permis. Les dépassements sont permis dans la mesure où la distanciation de 2 mètres est appliquée. Les participants ne doivent pas se présenter dans une autre écurie que celle où sont gardés leurs chevaux. Parfois, les sentiers se rendent d'une écurie à l'autre et on veut éviter que des gens accèdent à un site d'un centre équestre sans permission. Les toilettes et les haltes de toutes sortes ne doivent pas être utilisées. Les membres d'un groupe doivent respecter une distance minimale de 2 mètres avec les autres membres du groupe et une distance de 50 mètres devrait séparer 2 groupes, sauf lors d'un dépassement ou d'un croisement. Les équipements d'entretien des sentiers ne doivent pas être utilisés sans permission et les chiens ne sont pas admis dans les sentiers. Au niveau de la sécurité, il est recommandé que l'un des participants du groupe ait en sa possession une trousse de premiers soins. La trousse de premiers soins devra inclure également des gants et des masques, de façon à pouvoir porter secours à un membre du groupe qui pourrait s'être blessé. Il est recommandé de mettre en pratique les consignes de sécurité du Code d'éthique du cavalier randonneur qui se trouve à l'adresse qu'on voit à l'écran et qu'on vous fournira lorsqu'on enverra les documents. Ça termine le protocole de biosécurité qui a été mis à jour et on va présenter maintenant le guide des activités des activités équestres, le guide de la relance progressive des activités équestres. C'est le format que le document va avoir, mais pour
que ça fonctionne mieux, les documents ont été séparés par section. Donc, avant de remettre votre écurie en activité, de permettre l'accès à vos clients à compter du 20 mai, veuillez prendre connaissance des recommandations suivantes. Il y a une considération de région. Actuellement, il est possible pour les propriétaires d'un cheval en pension de se déplacer vers l'écurie et ou garder son cheval, même s'il habite dans une région différente de celle de l'écurie. Je fais une parenthèse ici. C'est le cas également des demi-pensionnaires. Donc, les demi-pensionnaires peuvent circuler d'une région à l'autre comme s'ils étaient un propriétaire, comme le propriétaire, comme le pensionnaire, finalement. Les médecins vétérinaires et les maréchaux ferrants ont aussi ce droit en situation de service essentiel, ainsi que les fournisseurs. La phrase suivante est importante. La santé publique demande à toutes les autres personnes, donc clients non propriétaires d'un cheval, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre, sauf en cas de nécessité médicale ou pour le travail. Ici, on a une situation qui pourrait être plus grave si on mettait la région de Montréal toute seule. C'est-à-dire qu'on parle de Montréal, on parle de la Naudière, des Laurentides, de la Rive-Sud de Montréal, etc. Actuellement, la liste des municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal font l'objet d'une très grande région. Et ça s'étend d'une façon assez large, c'est-à-dire que ça va de Joliette à Saint-Lazare, de Repentigny. Il faut voir la liste des municipalités. Alors, l'objectif de cette considération-là, c'est de vous dire que les clients qui peuvent venir chez vous, lorsqu'ils ne sont pas des pensionnaires, lorsqu'ils ne sont pas des demi-pensionnaires, donc ils ne sont pas des propriétaires d'un cheval, ne peuvent pas venir d'une région autre que la vôtre. Mais dans le cas de la grande région de Montréal, donc par exemple Varennes, bien, les gens de Montréal pourraient aller à Varennes dans leur centre équestre, puisque Varennes actuellement fait partie de la grande région de Montréal, donc la liste des municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Nous allons vous faire suivre la liste des municipalités dans les documents de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte si c'est possible d'avoir des clients non propriétaires ou que certains de vos clients qui ne sont pas des propriétaires ne pourraient pas venir à l'écurie. La deuxième considération, c'est la même qu'on a déjà présentée. Donc, vos clients doivent vous confirmer qu'ils ne reviennent pas d'étrangers depuis moins de 14 jours, qu'ils ne présentent pas de symptômes de la COVID-19, qu'ils ne sont pas atteints de la COVID-19 et qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne atteinte dans les 14 derniers jours. Pour déterminer maintenant le nombre de personnes maximum que vous pouvez recevoir à l'écurie, c'est le même nombre encore actuellement. Donc, ce qu'on avait présenté la dernière fois, c'est qu'on a des blocs de 5 box, qu'ils soient en face-à-face ou pas en face-à-face, ça donne quand même une longueur de 50 pieds qui vous permet d'avoir une personne. Fait que dans l'exemple qu'on a ici, on a 3 blocs de 50 pieds, donc 3 personnes, et un bloc pour lequel on n'a pas suffisamment grand et qui pourrait y avoir du va-et-vient dans l'entrée qui ne permettent pas d'avoir une personne à cet endroit-là. On a également des enclos extérieurs, des enclos de 50 pieds où on pourrait avoir un cheval et une personne, un cheval et une personne. On pourrait avoir aussi des enclos plus petits, mais qui seraient intercalés par un espace vide, que ce soit un enclos ou autre chose. Donc, dans le cas présent, on pourrait avoir 7 personnes qui pourraient venir en même temps à l'écurie. Je vous avais donné un exemple précédemment, c'est-à-dire que si j'ai 3 personnes ici et qu'au bout de cette allée-là, j'ai un manège intérieur, les gens entrent ici, prennent leur matériel et prennent chacun leur espace désigné pour préparer leur cheval. Et quand ils sont prêts, à tour de rôle, ils s'en vont monter dans le manège puisqu'on peut avoir 3 personnes à la fois qui montent dans le manège. Donc, le grand total implique que vous considérez également les personnes qui travaillent à l'écurie ou qui sont bénévoles à l'écurie ou un fournisseur qui pourrait être dans l'écurie à ce moment-là. Donc, chaque fois que vous allez faire un horaire, vous devez tenir compte de ne jamais dépasser votre nombre maximum de personnes. Considération de sécurité, avant de déterminer les activités qui seront offertes à votre écurie à partir du 20 mai, il faut évaluer les risques associés à ces activités, aux chevaux et aux personnes concernées. De plus, pour une raison de sécurité, il faut éviter qu'une personne soit seule à l'écurie. C'est la même chose si vous considérez qu'il peut y avoir un risque, bien, vous ne donnerez pas de rendez-vous à
personne-là ou vous allez lui donner un rendez-vous qui inclut des choses qu'elle est capable de réaliser sans danger. Considération financière. Si vous avez accès à une aide financière reliée à la situation actuelle, nous vous invitons à évaluer les conséquences de recevoir un revenu supplémentaire afin de prendre une décision éclairée sur le type de service que vous offrirez. Vous avez besoin d'aide pour prendre cette décision, nous pouvons vous diriger vers une autre ressource, J'aimerais ajouter à ceci que si vous rappelez du personnel à l'écurie et que vous avez maintenant une partie de salaire à payer, bien, il est possible que vous ayez droit maintenant à une aide financière par le retour de vos employés. Considération de changement d'écurie, bien, on sait maintenant que le transport des chevaux est permis pour un déplacement d'un lieu de garde vers un autre lieu de garde qui peut être un enclos estival, un changement d'écurie, etc. Il vous faudra donc prévoir un protocole pour le départ d'un cheval. Vous devrez considérer la présence du transporteur du cheval qui pourra venir dans l'écurie ou qui devra rester à l'extérieur tout le temps, c'est à vous de décider, ainsi que les déplacements du propriétaire du cheval qui devra circuler dans l'écurie pour récupérer ses effets. Considération d'aménagement. Le retour des clients dans votre écurie vous demandera certaines réflexions concernant vos installations, comme la disponibilité de matériel d'installation pour le nettoyage des mains, le nettoyage de surface entre le passage d'un client à un autre, le nettoyage de l'allée, balai, pelle et brouette, parce que ce sont des choses qui, normalement, sont utilisées par les employés. Donc, il faut trouver une solution pour pas que ce matériel-là qui est utilisé par vos employés soit touché par vos clients. Et ou l'ouverture de barrières. Il faut aussi interdire l'accès à la salle de bain et aux salles communes, à l'exception de la sellerie. Vous devrez vous mettre en situation et tenter de tout prévoir. Par exemple, vous pourriez, à l'aide de craies, peinture ou ruban adhésif, délimiter des espaces physiques dans votre écurie et les reporter sur un plan des lieux. Ainsi, cela vous permettrait de mieux préciser les ententes avec vos clients. Vous pourriez aussi, si c'est possible, mettre en place un sens de circulation pour éviter au maximum les croisements entre deux personnes. Maintenant, on arrive à ce que vous voulez entendre depuis le début. Donc, considération concernant les services à offrir aux clients. Pour chacun des services que vous offrez, vous devez tenir compte des déplacements qu'un service implique et de la configuration de votre installation. Par exemple, si la sellerie se trouve au centre de votre écurie, la section de l'allée qui précède la sellerie ne pourra probablement pas accueillir un client s'il y a d'autres personnes dans l'écurie qui ont à se rendre dans la sellerie. Dans ce cas, vous devrez soustraire une personne du nombre total de personnes que votre écurie peut accueillir simultanément, et ce pour chaque situation similaire. Les services à des clients pensionnaires que vous pouvez offrir s'adressent toujours à des clients qui sont autonomes, et si un client mineur, tous les clients mineurs devront se présenter accompagnés d'un adulte résidant à la même adresse en toutes circonstances, sauf pendant une pratique libre encadrée par une personne expérimentée. Les propriétaires de l'écurie peuvent permettre aux propriétaires d'un cheval de brosser son cheval, longer son cheval dans le manège intérieur ou extérieur, mettre son cheval en liberté en restant avec lui pendant cette période, monter son cheval en pratique libre encadrée ou non, et peut-être longer son cheval avant, prendre une entente auprès d'un fournisseur afin de bénéficier d'un service prioritaire pour son ou ses chevaux, faire une randonnée en sentier, et si le cavalier est accompagné d'un ou deux autres cavaliers, il doit conserver en tout temps une distance de 2 mètres entre chaque cheval. Atteler son cheval dans la mesure où il est accompagné d'une autre personne résidant à la même adresse que lui, et si le meneur est accompagné d'un ou deux autres équipages, il doit conserver en tout temps une distance d'au moins 2 mètres entre chaque équipage. À considérer quel sera l'espace qui lui sera accordé, où doit-il circuler pour récupérer et ranger son matériel et se rendre à l'endroit où se pratiquera l'activité, et doit-il longer son cheval avant de le monter. Je vous rappelle que récemment, le retour des propriétaires de chevaux à l'écurie avait été accordé pour des raisons de bien-être animal. Alors, ce qu'on avait le droit de faire avec un cheval, c'était de lui donner l'exercice quotidien qu'il devait avoir, qu'il devait recevoir pour rester en santé. Actuellement, c'est un peu différent. Maintenant, on a le droit de faire plus de choses à cheval. On peut monter son cheval pour l'aspect récréatif de la chose, qu'on soit encadré ou non. Maintenant, ce qui est accepté dans les activités de pratique libre encadrée, c'est qu'une personne peut être présente sur le bord du manège intérieur ou de la clôture à l'extérieur, et il peut donner des conseils.
mais on ne peut pas officiellement donner de cours d'équitation actuellement. Pour ce qui est des services à des clients non propriétaires d'un cheval, même principe que tout à l'heure, les seuls clients non propriétaires d'un cheval que vous pouvez inviter sont les clients qui sont autonomes. Même chose, un client mineur doit cependant être accompagné d'un adulte résidant à la même adresse en toutes circonstances, sauf pendant une pratique libre encadrée par une personne expérimentée. La majorité des services offerts aux clients pensionnaires peuvent l'être également aux autres clients en tenant compte de leur expérience. L'utilisation d'un cheval d'école, comme on l'a dit précédemment dans le protocole, l'utilisation d'un cheval d'école par différentes personnes doit être intercalée par une période permettant de nettoyer l'équipement et le cheval avec des produits adaptés, ne produisant pas d'effets non désirables sur le cheval. L'utilisation du même cheval d'école dans la même journée doit être faite avec beaucoup de précautions. Établir un horaire, vous aurez encore à établir un horaire et encore plus serré puisqu'il y aura davantage de personnes qui pourraient venir à l'écurie, pas en même temps, mais quand même à des plages horaires différentes. Donc, vous devrez absolument tenir compte du nombre maximum de personnes qui peuvent être à votre écurie en même temps, de la distanciation sociale, du fait que les personnes ne doivent pas se croiser ni dans le stationnement, ni à l'extérieur, ni dans l'écurie, de la grandeur et de la configuration des installations disponibles, incluant le stationnement et les aires extérieures, de la présence et de la disposition des points de nettoyage pour les mains, d'un maximum de 3 clients par pratique libre encadrée ou non, oups, c'est une répétition de mots, ou en randonnée. Du positionnement dans l'écurie du ou des chevaux qui feront l'objet du service, de la présence des employés ou des bénévoles, de la présence d'un fournisseur de services prioritaire, d'une période de changement de personnel ou de clients. Vous devez également tenir compte de ceci. Dans les aires de pratique, un maximum de 4 personnes peuvent s'y trouver en même temps. Par exemple, une personne qui encadre et 3 cavaliers à cheval, ou encore une personne qui encadre un parent et 2 cavaliers à cheval. L'accès au réseau de sentiers d'un club est possible dans la mesure où cet accès est direct entre l'écurie et les sentiers. Le client qui a la permission de le faire doit être membre du club et s'engager à respecter les directives de biosécurité mises en place par le club, ce qui est différent un peu de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, où on parlait de sentiers qui n'appartiennent pas au centre équestre et qui n'appartiennent pas non plus à un club. Ce sont des sentiers qui sont disponibles et offerts par des ententes amicales entre des gens ou entre des écuries et des gens qui sont autour. Pour les activités de pratique libre encadrées ou non, il est possible d'augmenter le nombre de participants s'ils résident tous à la même adresse. Toutefois, ces personnes doivent avoir accès à l'écurie tant que leur présence n'excède le nombre maximum de personnes pouvant se trouver à l'écurie en même temps. Alors, vous avez dû, je vais faire un petit résumé de ce que je viens de présenter, les dernières diapositives. Donc, par rapport à ce qu'on avait le droit de faire dans le passé, avant hier, finalement, c'est que les propriétaires pouvaient aller faire de l'exercice à leurs chevaux. C'était tout ce qui était permis. Actuellement, les propriétaires de chevaux peuvent faire plus. Ils peuvent monter en pratique libre, encadrés ou non. Ils peuvent le faire avec leur cheval, bien sûr. Et vous pouvez également, pour les pratiques libres encadrées, vous pouvez évidemment charger un frais de participation pour cette activité-là. Pour ce qui est des clients qui ne sont pas propriétaires, même chose. Ils vont utiliser des chevaux d'école. Vous devez les désinfecter avec l'équipement et le cheval après utilisation. Une autre personne pourrait l'utiliser pour une pratique libre, dirigée ou non. Et encore une fois, des honoraires pourraient vous être versés pour la location de cet équipement-là, qui est un cheval avec un équipement. Pour terminer, encore une fois, et toujours, 2 éléments qui sont importants, c'est que vous devez prendre des ententes avec les clients propriétaires, demi-pensionnaires ou les clients qui ne sont pas propriétaires pour qu'ils s'assurent, pour qu'ils s'engagent à respecter tout ce qui est écrit dans notre protocole de biosécurité, toutes les ententes que vous avez pu prendre avec eux concernant le cheval, l'espace, l'endroit, l'activité que vous pouvez faire. Et également que s'ils ne respectent pas l'engagement, vous pourriez ne pas leur offrir de nouveau un autre engagement. À noter également, et c'est vraiment très important, c'est qu'un registre indiquant la présence de chaque personne
à l'écurie chaque jour devra être tenu en permanence. Alors, que ce soit des clients propriétaires, non propriétaires, des employés, des bénévoles, vous devez avoir le registre complet par jour des personnes qui se sont présentées dans votre écurie pour le cas où une éclosion surviendrait et que ça toucherait une des personnes qui est passée chez vous pendant la période où ils étaient contagieux. Alors, ceci termine la présentation du protocole de biosécurité et du guide. Alors, je vais cesser le partage d'écran. Nous allons retourner à Nicole et à Perrine. Et Perrine va nous fournir les questions que vous avez écrites dans l'outil de questions-réponses et on va tenter d'y répondre le mieux qu'on peut. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, nous avons déjà quelques réponses qui sont rentrées. J'invite les autres personnes, au fur et à mesure des discussions, à proposer leurs questions directement dans l'outil de questions-réponses. Alors, l'une des premières questions qu'on a reçues est de savoir quels produits peuvent être utilisés, d'une part pour nettoyer les cuirs, mais aussi pour nettoyer les chevaux eux-mêmes. Actuellement, on n'a pas de liste de produits. On va en proposer une liste, mais l'alcool à friction pour l'alcool à 60% est un produit qui peut être utilisé, mais à long terme, on ne connaît pas les conséquences. C'est la raison pour laquelle on vous dit d'être très vigilant sur l'utilisation de ces produits-là sur les chevaux, que ce soit, vous pourriez seulement passer de l'alcool sur le cheval ou certains d'entre vous vont préférer le laver au complet entre chaque séance de pratique libre. Mais c'est selon l'utilisation. Aussi, la température va jouer également. Avec le temps, on pourra s'échanger des informations concernant ces produits-là parce qu'il y a quelques personnes qui nous ont suggéré des choses, mais on doit vérifier si c'est utilisable ou pas sur des chevaux et ou sur des cuirs. C'est important, si on le lave, de le laver pas juste à l'eau, mais avec un savon. On a également une question concernant les camps d'équitation avec hébergement. Est-ce qu'on a des informations à ce sujet-là? Est-ce qu'on a une vision un petit peu plus à long terme concernant les camps d'équitation avec hébergement? Dans les étapes qu'on avait prévues à Cheval Québec, on avait la première étape était les propriétaires de chevaux, la deuxième étape était les clients autonomes qui vont à l'écurie, qu'ils soient propriétaires ou non. La troisième étape était l'enseignement à des gens qui sont des débutants, donc le retour aux débutants dans les écoles d'équitation et fort probablement dans les camps de jour également. Pour ce qui est des camps de vacances, c'est plus difficile dans le sens que j'imagine que ça ne pourra pas commencer tant qu'on ne pourra pas aller dans les hôtels. L'Association des camps du Québec travaille très fort pour que les camps de vacances et les camps de jour puissent reprendre pour la date du 26 juin, si je ne me trompe pas, après l'étape scolaire, là, à la fin de l'année scolaire. Mais nous, particulièrement, par rapport aux camps de vacances, on n'a pas actuellement établi de règles ou fait d'efforts particuliers dans ce sens-là, puisque l'Association des camps s'en occupe. Merci. On a plusieurs personnes qui nous demandent un peu plus d'informations par rapport à la différence du 50 pieds d'une part et du 6 pieds ou 2 mètres de la santé publique d'autre part. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point de calcul dans les écuries? Oui, la raison pour laquelle on a établi le 50 pieds, c'était pour s'assurer qu'on ne serait pas accusé de faire des rassemblements, parce que les rassemblements ne sont toujours pas permis. Et on ne permet pas, dans d'autres sports non plus, d'être très nombreux ensemble. Alors, en limitant le nombre de personnes qui peuvent accéder à l'écurie, ça fait en sorte qu'on met suffisamment d'espace pour pouvoir effectuer les activités qu'on veut faire. Et ça nous permettait d'avoir l'acceptation également du ministère pour le faire. C'était l'objectif. Mais c'est sûr que dans une étape ultérieure, cette distance-là pourra diminuer et on pourra avoir plus de clients à l'écurie. Faisons
remplissons cette étape-là avec succès et la suivante sera effectivement avec des clients débutants et avec une distance un petit peu moins grande pour déterminer le nombre maximum de personnes. Merci. On nous pose également la question concernant les randonnées et les différents chiffres qui ont été donnés d'une part par la ministre Charest et d'autre part par Cheval Québec. On entendait hier pendant la conférence de presse le nombre de 1 ou 2 personnes et ici on nous parle de maximum 6 personnes en randonnée. Quelle est la différence entre ces chiffres? En fait, ce qui a été présenté, ce qu'on comprend qui a été présenté hier par la ministre, quand on parlait de 1 personne ou 2, on parlait de sport individuel ou de sport individuel comme le tennis, par exemple, où on a le droit de jouer en simple, c'est-à-dire qu'on a une personne en face de nous et une autre personne. Donc, vous êtes 2 face à face et vous êtes totalement capable de respecter le 2 mètres. Par contre, si on faisait ça en paire, 2 à 4 finalement, 2 d'un côté et de l'autre, les 2 personnes qui sont du même côté ne pourraient pas toujours respecter la règle des 2 mètres. Alors, c'est la règle générale qui a été apportée, mais on a également parlé de 2 aspects dans cette présentation-là. C'est que chaque fédération sportive doit déterminer quelles sont les règles qui lui permettent, dans son activité, de respecter le mieux possible les 2 mètres qui sont exigés. Alors, dans notre cas, on avait déterminé que dans un manège intérieur, on parlait de 3 personnes et en randonnée, on allait jusqu'à 6 personnes. Dans le golf, on parle de 4 personnes. C'est une question qui a été posée à la ministre. C'est une réponse qu'elle a donnée en fonction du protocole et des guides qui ont été développés par l'association des joueurs de golf. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les joueurs de golf. Dans notre cas, ce qu'on a présenté, c'est ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire que dans le manège intérieur ou une carrière extérieure, on peut parler de 3 personnes et en randonnée, à cheval ou en voiture, on respecte toujours une distance de 2 mètres et on a mis un maximum de 6 participants. J'aimerais attirer votre attention aussi, puis j'ai oublié de le faire tout à l'heure, c'est sur le fait que dans le document, vous ne verrez pas écrit nulle part manège intérieur, parce qu'hier, la présentation s'était faite vraiment pour toutes sortes d'activités extérieures. Mais ce matin, on a eu la confirmation que les manèges intérieurs peuvent être utilisés dans la mesure où il y avait trois grands critères pour pouvoir accepter les manèges intérieurs. La première était d'avoir suffisamment d'espace pour être certain qu'il n'y ait pas de contact plus proche que 2 mètres, que c'était suffisamment ventilé, que le sport qu'on pratique n'était pas un sport qui nous mettait en sueur suite à sa pratique, parce qu'à ce moment-là, le niveau de contagion est élevé. C'est ça. Alors, les 3 critères étaient ceux-là. Donc, on peut conclure que nous, dans nos écuries, si on respecte ces 3 critères-là, et je pense que c'est le cas dans presque tous les manèges, sauf certains qui sont plus petits, c'est possible d'utiliser le manège intérieur. Merci. On va attaquer les questions qui sont relativement nombreuses à propos de la monte libre. Donc, la plupart des questions qui sont posées considèrent en fait la question légitime se pose par rapport à l'encadrement d'une monte libre. Quelle est la différence entre un coaching ou une leçon et une monte libre? Et peut-on aussi aborder l'aspect de la rémunération possible dans ce cas de figure-là? Il n'y a rien qui nous empêche de recevoir une rémunération. Il n'y a rien eu d'indiqué. De toute façon, je ne pense pas que personne va offrir du golf gratuitement. Alors, nous, on ne louera pas non plus nos équipements, nos installations pour rien. Donc, la rémunération est possible, ça c'est clair. Pour ce qui est de la différence entre une pratique encadrée, un cours et une pratique libre, par exemple, la pratique libre est permise. À vous de décider qui sont capables de le faire. La pratique encadrée, on parle d'un encadrement qui peut aller jusqu'à une personne qui assiste à cette pratique libre encadrée et qui donne des conseils. Il n'est pas permis actuellement de donner un cours ou une leçon officiellement. Il n'est pas permis de le faire.
Merci. Toujours sur le même sujet, on a quelques questions par rapport aux assurances. Donc, dans l'idée d'avoir une pratique libre, potentiellement supervisée, est-ce que ça a un impact sur les mesures d'assurance habituelles? Ça La devrait pas pratique avoir. libre n'est pas supervisée, elle est encadrée. C'est la Oui, question. excuse. C'était juste la question. J'ai lu la question, je m'excuse, Nicole. En fait, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de pratique libre dans votre écurie parce que votre assureur ne vous couvre pas pour des pratiques libres, vous allez devoir faire des pratiques encadrées pour tout le monde tout le temps. Donc, il y a une présence d'une personne expérimentée sur place et il n'y a pas de problème à ce que vous soyez couvert par votre assurance à ce niveau-là, surtout si vous l'êtes pour des cours d'équitation normalement. Merci. On va faire le tour des autres questions. On nous a également posé la question du protocole qui était proposé par Canada Équestre. Quelle est la différence entre les informations qui sont proposées d'une part par Canada Équestre et les informations qui sont diffusées par Cheval Québec? J'ai reçu aujourd'hui une question de la part d'un propriétaire de centre équestre concernant ça, ce qui nous a permis d'aller vérifier ce qu'il en était. En fait, ce qu'on comprend, c'est que Canada Équestre, quand il présente ce qui peut se faire dans une province, il le précède tout le temps d'une introduction disant « lorsque ce sera possible ». Et c'était le cas pour nous également, là, lorsque ce sera possible dans l'introduction. Ça présente où on en est rendu si on a la permission, mais dans le cas présent, on n'a pas eu complètement la permission. Donc, les cours d'équitation ne sont pas encore permis. Au fond, on va les contacter là, pour essayer de faire en sorte qu'ils clarifient les messages un peu plus pour pas qu'on arrive devant des contradictions comme celle qui a été vue récemment. Merci. On a plusieurs personnes qui nous demandent des confirmations, à savoir s'ils font bien le calcul du nombre maximum de personnes dans leur écurie. Je sais qu'on l'a déjà présenté plusieurs fois. Est-ce que peut-être, René, pour répondre à ces plusieurs personnes-là, on pourrait remontrer la méthode de calcul du guide un petit instant? Oui, on pourrait le faire, mais on pourrait également vous offrir de vous aider à le faire si vous nous apportez une espèce de plan des lieux. On pourra vous aider individuellement à le faire. L'objectif, c'est de trouver les longueurs de 50 pieds qui se trouvent dans votre écurie ou à l'extérieur de vos écuries, où on pourrait mettre une personne, pas une personne dans l'enclos, mais un cheval avec une personne à côté. C'est ça la limite. Alors, si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, 15 enclos avec des façades de 50 pieds qui sont espacés les uns des autres, ben, vous pouvez avoir une personne à chaque enclos, donc ça vous fait 15 personnes maximum. Mais le 15 personnes maximum, ils peuvent aller dehors. Ils peuvent être dehors quand leur cheval est dehors, mais ils ne peuvent peut-être pas rentrer tous à l'écurie pour aller brosser leur cheval. Parce que si vous avez 15 personnes dehors, puis que vous voulez qu'ils rentrent à l'intérieur, cette personne-là va prendre 2 espaces. Alors, vous pouvez avoir des gens qui vont faire des choses dans l'écurie. Pour avoir le maximum de personnes, il peut y avoir des gens qui peuvent faire des choses dans l'écurie et d'autres qui vont faire des choses dehors. Ils vont respecter le 50 pieds, le 15 mètres, et entre eux, le 2 mètres pour ne pas faire de croisement et autre chose comme ça. Il faut donc éviter que des gens fassent un va-et-vient dans votre écurie et qui font en sorte que vous dépasseriez le nombre de personnes que vous pouvez recevoir dans l'écurie. Le nombre de personnes maximum, c'est en fonction des endroits précis où un cheval et une personne peuvent être là sans être en contact avec d'autres. Plus vous avez de personnes, plus il y a de gestion à faire aussi des horaires en même temps, etc. Là, aussi. Puis plus l'écurie est petite, bien, moins vous pouvez recevoir de personnes à la fois, surtout si vous avez du personnel à l'intérieur. Mais si vous avez des difficultés, moi, je vous invite à nous contacter, soit moi, Marc-André, Perrine. On est tous en mesure de vous... puis on vous mettra sur l'envoi qu'on fera cette semaine avec les documents, la liste des municipalités,
Il y a également une liste de questions-réponses qui nous vient du ministère de l'Éducation qui a été publiée suite à la présentation de la ministre hier. On pourra vous mettre le lien pour que vous alliez lire ces choses-là et que vous compreniez mieux tout ce qu'on a présenté aujourd'hui et tout ce qui est permis. Et on vous mettra les noms des employés de Cheval Québec qui peuvent vous aider à déterminer ces nombres-là. Merci. On a également plusieurs questions de dates à venir, à savoir, est-ce que nous avons une idée de l'annonce officielle concernant la reprise des cours, la reprise des cours également pour les cavaliers non autonomes et également donc la reprise des camps de jour, des camps de vacances. Donc on parle de dates. En fait, hier, tous les journalistes ont essayé tant qu'ils ont pu d'essayer d'obtenir des dates, toutes sortes de reprises. Et c'est pas possible de le savoir. Alors, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on voudrait obtenir très rapidement la permission que des cours se donnent à des personnes qui sont autonomes. La suite sera à des personnes qui ne sont pas autonomes. Est-ce que ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? On ne le sait pas. On entend dire des choses de différentes associations, mais il n'y a personne qui est capable de mettre une date précise. Et tout ce qui se passe également dans l'environnement au Québec concernant la COVID-19 va également influencer les choses. Au fond, si on fait chacune des étapes correctement, puis qu'il n'y a pas d'éclosion qui surviennent ou un trop-plein, il va certainement arriver des éclosions là, à certains endroits avec les écoles et tout ça. Mais si tout se passe bien, normalement, on devrait passer aux autres étapes une après l'autre. Hier, il a été dit pendant la présentation de la ministre que pour les camps de jour et les camps de vacances, on attendait de voir comment ça allait se passer dans les écoles et si ça se passait bien, s'il y avait des éclosions, si les enfants respectaient bien les consignes, les professeurs avaient des difficultés ou pas. Et effectivement, c'est une belle expérience pour être capable de se dire est-ce qu'on va être capable d'aller plus loin avec des camps de jour, des camps de vacances, etc. Il faut vivre les expériences une après l'autre. Puis c'est pas possible de vous donner une date. Je pourrais vous en donner pour vous faire plaisir, mais il y a peu de chances que ça arrive. En tout cas, on travaille fort pour que tout ça arrive le plus vite possible. On est vraiment conscient que les écoles d'équitation, ce sont les pires là, dans cette pandémie-là, dans le monde équestre, parce qu'elles ont des chevaux à nourrir et les revenus ne rentrent pas. Alors là, vous avez l'occasion de peut-être faire une location d'un cheval et de pouvoir tirer un bénéfice pécunier là, de cette location de cheval et d'équipement. On a une question intéressante également. Supposons qu'avec donc ce processus de réouverture progressive des écuries, il y ait une éclosion de cas de COVID-19 dans une écurie. Quels en seraient les impacts sur la communauté équestre? Est-ce que cette écurie devrait fermer temporairement? Est-ce que ça pourrait avoir un risque sur les autres écuries? Intéressant comme question. C'est sûr que s'il arrive un cas isolé de ça, on n'est pas à l'abri personne et on est sûr que ça va certainement arriver. Le registre va servir à identifier quelles sont les personnes qui ont été en contact avec cette personne-là pendant la période où elle était contagieuse. Alors oui, ça pourrait vouloir dire que l'écurie est confinée pour une période de temps. Les gens vont devoir faire des tests dans l'écurie, les personnes qui y travaillent. Il va y avoir un suivi. Qu'il y ait des conséquences pour l'ensemble des centres équestres, ce serait surprenant, sauf si, effectivement, dans beaucoup de centres équestres, on se retrouve avec des éclosions. Mais comme on a toujours dit à Cheval Québec, on ne croit pas que c'est difficile dans une écurie de respecter le 2 mètres. Et en plus, on a augmenté cette distance-là à 15 mètres pour s'en assurer. Alors, on imagine qu'il y a peu de chances si on respecte bien les choses. Les gens vont pouvoir aussi, on recommande fortement qu'ils portent un masque
c'est censé faire en sorte que ce soit encore plus difficile qu'il y ait des éclosions. Je vous disais au début que le masque peut être porté en public. Si les gens veulent le porter tout le temps, même en montant à cheval, ils peuvent le faire. Mais si ça leur occasionne un problème de confort dans la respiration, ils peuvent l'enlever. Mais au fond, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, mais il faut faire tout le monde attention. Un propriétaire d'écurie pourrait exiger que dans l'écurie, chez lui, les gens portent le masque. C'est lui qui met les règles dans son écurie. Je ne sais pas si ça peut aller jusque-là, par exemple, parce qu'on parlait de ça ce midi, de l'obligation. Si on pouvait obliger une personne à porter un masque, il y avait une contradiction dans la loi. On parle d'un lieu privé. Public. En tout cas, c'est pas... Ce sera vérifié, cet élément-là, je pense. Parce que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le rendre obligatoire au Québec, le port du masque. C'est à cause des droits de la personne. Qui se disait ce midi. Merci. On nous demande également s'il serait possible de citer de possibles activités qu'un centre équestre pourrait donner hors leçons d'équitation à partir du 20 mai. Des participations payantes. Quelles seraient les différentes activités qu'ils pourraient proposer à leurs clients non propriétaires de chevaux? En fait, on parle d'une pratique libre encadrée, ce qui fait que on peut pas organiser d'activités. C'est bien clair, donc on ne pourrait pas faire une partie de horseball. Il faut éviter toute chose qui pourrait faire en sorte que les gens se rapprochent les uns des autres. Alors, clairement, les gens peuvent avoir peut-être des directives théoriques données par courriel ou par Internet en disant on vous invite à faire une pratique libre en faisant telle activité, tel exercice qui sont prévus à l'avance et qui sont donnés par courriel ou par Messenger ou par n'importe quelle voie électronique. Et des commentaires peuvent être donnés sur la pratique que les gens font. À vous de vous servir de votre imagination pour essayer de voir comment vous pourriez faire en sorte que les gens trouvent un challenge, un défi à faire cette pratique encadrée que vous leur proposez. On arrive au bout des questions. Une question intéressante et puis qui touche autant les rassemblements. En fait, selon le ministère, à partir de combien de personnes est-ce qu'on considère que c'est un rassemblement? Cette question est notamment orientée par rapport aux randonnées équestres. Il n'y a pas de règle qui est donnée actuellement. On ne parle pas de 8, 10 ou 12. On ne veut pas de rassemblement. On veut des gens qui sont espacés de 2 mètres, c'est certain. On a vu des choses dans des grands espaces où on voyait beaucoup de monde, mais ils étaient tous séparés les uns des autres. Mais actuellement, il n'y a pas de nombre qui est identifié en parlant d'un rassemblement, puisqu'on n'arrête pas de nous répéter que les rassemblements ne sont pas permis. Alors, un rassemblement, ce serait des gens qui seraient collés ensemble, même s'ils sont à 2 mètres, ils sont quand même collés ensemble. Donc, les risques qu'ils puissent se transmettre des choses est plus important. C'est pour ça qu'actuellement, on essaie de faire en sorte que ça se fasse dans un espace qui est extérieur, parce que le fait qu'il y ait une ventilation naturelle fait en sorte que les gouttelettes sont diluées avec l'air ambiant qu'on nous disait. Mais il n'y en a pas de chiffres qui concernent. Je voudrais rajouter là-dessus, par exemple, des sentiers pédestres. Les gens, s'ils sont à 2 mètres de distance, il y a plein de gens qui peuvent prendre une marche, faire de la randonnée pédestre, pourvu qu'ils soient à 2 mètres de distance des autres personnes. La même chose sur un plan d'eau.
Il n'y a pas juste un kayak qui va être autorisé sur un lac, par exemple. Plusieurs kayaks peuvent être autorisés, mais il faut garder la distanciation. La même chose au club de golf, il n'y aura pas juste un foursome de golf sur un terrain de golf. Il faut que les gens à l'intérieur du foursome soient distancés de 2 mètres chacun tout le temps et faire attention pour les balles, etc. Mais sur le terrain de golf, il peut y avoir plusieurs foursomes. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder là, les randonnées. C'est la même chose. Il peut y avoir plusieurs personnes en même temps dans le sentier, pourvu qu'il y ait une distance raisonnable. Et comme avec les chevaux, c'est pas si aisé qu'avec une personne qui est à pied, là. C'est pour ça qu'on recommande, nous, 50 mètres entre deux groupes de randonnée. C'est la raison pour laquelle on permettait des croisements ou du dépassement, c'est que dans certains cas, des chevaux acceptent moins facilement de rester derrière. Alors, ça devient plus dangereux de le maintenir à 50 mètres que de passer en respectant le 2 mètres, mais de continuer plus loin pour que plus tard, il y ait un autre 50 mètres qui soit fait. Alors, c'est la raison pour laquelle nos experts en randonnée nous ont demandé de faire en sorte qu'on accepte, en respectant le 2 mètres, les croisements et les dépassements. Mais normalement, il doit y avoir un espace de 50 mètres entre chacun des groupes. Merci. L'une des dernières questions qui nous sont posées concerne en fait la suite des événements et les potentiels prochains protocoles. Est-ce que la communauté équestre aura accès à un protocole spécifique au camp de jour, un protocole spécifique au camp avec hébergement, un protocole spécifique à la reprise des leçons, etc., etc.? Je pense qu'à chaque fois, on va devoir ajuster les choses qu'on vous a présentées en essayant de s'adresser à le plus grand ensemble de centres équestres. Au fond, la raison pour laquelle on avait fait un protocole pour déterminer un nombre maximum de personnes, c'était parce qu'on s'adressait à toutes sortes d'écuries, de toutes sortes de grandeurs, avec toutes sortes de services. Certains sont très grands, ont beaucoup d'enclos, beaucoup d'espace où les gens peuvent monter à cheval et d'autres sont très petits. Alors, on a essayé de faire un document qui pouvait permettre à chacun d'y trouver son compte. C'est certain que si on parle de camp de vacances, on va devoir avoir un aspect sur toute la partie de lieux où les jeunes vont dormir, de lieux où les jeunes vont manger avec un nombre maximum de personnes. Et à ce moment-là, j'imagine qu'on va utiliser des choses qui existent déjà dans les différents milieux où on offre de l'hébergement et des repas. Assurément, pour le camp de vacances, c'est assez particulier parce qu'il y a cet aspect-là. Par contre, entre une école d'équitation et un camp de jour, il y a juste le nombre de personnes qui peuvent être la différence. Et c'est ce qu'on devra établir. Est-ce qu'au début, on va parler de cours d'équitation pour les débutants, 3 personnes à la fois, et un peu plus tard avec plus de personnes, ou si on va aller directement comme les écoles ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont allés avec des groupes de 15 enfants à la fois. C'est à voir, mais je ne peux pas répondre d'une question précise, d'une façon précise, mais si c'est nécessaire qu'on fasse des protocoles particuliers pour certains groupes de services, on le fera. Merci. Peut-être aussi si les gens ont besoin de modèles d'encadrement sans que ce soit des leçons, on pourra regarder ce qui est à faire. Mais il est vraiment important avec les chevaux d'école puis des montes libres de s'assurer que les chevaux ont un réchauffement adéquat et un refroidissement adéquat après la période de travail. Okay. On a une question... Ça peut faire partie d'un encadrement. Je m'excuse. C'est bon, tu finis. On a une question d'assurance. Je m'excuse, j'étais passée à côté tout à l'heure. Au niveau de la pratique libre qui serait surveillée finalement,
et qu'il se passe quelque chose, un accident, ce genre de choses. Comment est-ce que le gestionnaire de l'écurie peut être couvert dans cette situation-là? Comment peut-il prouver que c'est une pratique libre et non un cours s'il est à proximité au final? En fait, pour chaque accident qui se produit dans un centre équestre, normalement, on fait un petit rapport expliquant, donnant les noms des personnes qui étaient présentes, comment ça s'est passé. Est-ce que la personne montait son cheval? Non. Est-ce qu'elle a respecté les règles qui lui ont été données? N'oubliez pas que vous avez une entente avec chacun des clients qui va venir à l'écurie. Si vous avez des doutes sur le fait que votre assureur, est-ce qu'il pourrait ou non, parce que certains assureurs qui refusent de couvrir des pratiques libres non encadrées, okay? Donc personne sur les lieux qui regarde pendant que des gens montent à cheval, bien, à ce moment-là, vous avez deux choix, ou vous essayez de voir si c'est possible d'être assuré pour ça, ou vous ne les offrez pas. Alors, donc, chaque fois qu'il y aura une pratique libre, il y aura un représentant de l'écurie d'expérience qui sera présent pour s'assurer que les gens respectent bien les consignes et qu'ils restent sécuritaires dans leur façon de pratiquer. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour que vous soyez assuré. Mais c'est toujours beaucoup plus simple de poser la question à son assureur, puis d'être très certain de sa réponse que de se demander est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire. Les assureurs, ils vont répondre à vos questions et vous dire si vous êtes couvert ou pas couvert et pourquoi. Merci. A-t-on les coordonnées de l'organisme auquel on doit s'adresser dans le cas où l'une des personnes se trouvant à l'écurie soit atteinte de la COVID-19 dans le sens où c'est une maladie à déclaration obligatoire? Là, vous voulez dire que... La COVID est une maladie à déclaration obligatoire. Oui. A-t-on les coordonnées de l'organisme auquel on doit s'adresser dans le cas échéant? On pourrait la suivre, on pourrait la faire suivre parce qu'il y a un numéro de téléphone, puis il y a un site avec des informations concernant ces choses-là. Mais les gens doivent aller se faire un test. À la limite, ils composent le 811. La personne qui est touchée ou la personne qui le voit? Le 811, c'est le service d'information et ils vont les rediriger automatiquement à la santé publique. Merci. Et on va terminer avec une question pour aider un petit peu ces écuries à répondre à leurs clients qui sont en attente parce qu'ils sont contactés pour savoir quand vont reprendre les cours, s'ils peuvent faire des inscriptions pour des camps, quels éléments de langage ou comment peut-on les aider à accompagner leur propre clientèle dans cette attente qu'on a d'une date officielle? Je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait leur être utile. Maintenant, il n'y a pas d'indication qui empêche des gens de prendre des inscriptions pour des camps de jour éventuels, par exemple à partir du 20 juin. Sauf que vous devez vous dire que les gens, normalement, légalement, n'ont pas à payer à l'avance. Ils sont censés payer lors de la première activité. Mais si vous êtes parmi ceux qui demandez une partie du paiement à l'avance, bien, il faudra prévoir que peut-être vous aurez à les rembourser parce que peut-être ce ne sera pas nécessaire. Je sais par un des membres de l'Association des camps du Québec que les membres de l'Association des camps du Québec vont être invités à commencer à prendre des inscriptions pour leur camp de cet été. Quand exactement et précisément qu'ils vont leur permettre de le faire, semble-t-il que ce serait récent, à court terme. Mais encore une fois, si vous le faites, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Il y a même la ville de Saint-Lazare qui disait à ses propriétaires de centres équestres qui voulaient offrir des camps de jour, bien, rien ne vous empêche d'écrire à votre clientèle et de leur demander s'ils seraient intéressés à participer, juste pour vous donner une idée du nombre de personnes qui seraient prêts à s'inscrire à des camps de jour. Il faut qu'on se rappelle aussi que aller à l'école, il y a quand même un bon nombre d'enfants qui n'iront pas à l'école parce que les parents préfèrent pour toutes sortes de raisons les garder à la maison.
Est-ce qu'il y a des clients parmi vos clients qui vont souhaiter envoyer leur enfant en camp de jour ou en camp de vacances? Il va y en avoir certainement un certain nombre qui vont penser que ce serait qui préfèrent pas faire cette activité-là cette année. Fait que les informer de ce que vous voulez offrir et voir comment ils vous répondent, c'est une chose. Vous pouvez même prendre des inscriptions, mais il faut vous assurer d'être capable de les rembourser si ça fonctionne. Je ne peux pas donner d'autres sortes d'informations que celle-là pour le moment. Merci René. Nous avons fait le tour des questions pour l'instant. Est-ce qu'on est prêt pour le mot de la fin? En fait, Cheval Québec travaille très, très fort pour que les cours reprennent, pour que les écoles d'équitation reprennent. Aujourd'hui, on a un peu d'espoir en permettant que les chevaux d'école soient loués à titre d'équipement sportif, si on veut, à des clients qui sont autonomes. L'encadrement est toléré. Alors, c'est un bon début. Au moins, vous pouvez retirer, avec toutes les précautions qui ont été mentionnées aujourd'hui, vous pouvez retirer un certain bénéfice pécunier de vos chevaux d'école, ce qui est déjà un pas en avant. Mais sachez que nous sommes très conscients de la situation des écoles d'équitation principalement et que nous travaillons activement là-dessus. Et aussi, bientôt, là, sur les camps de vacances qui vont de toute façon devoir avoir une distanciation également, etc. Et ça, c'est pas nous qui allons décider comme vous l'avez vu, c'est le gouvernement qui décide et c'est important aussi. C'est important au niveau de la santé publique d'être très, très conscient et c'est pas parce qu'on ouvre un peu les portes que le virus n'est plus là. Hein. Il est encore là et je suis certaine que vous ne voulez pas l'avoir dans votre écurie. Alors, c'est extrêmement important. Nous sommes également conscients que pour les propriétaires d'écuries, c'est énormément de travail, de pouvoir faire ces horaires-là. Il y en a des écuries où tout le monde respecte, c'est parfait, mais on sait aussi qu'il y a des écuries où les gens s'en foutent carrément, ils arrivent n'importe quand, etc. Alors, gênez-vous pas pour mettre votre pied à terre en tant que propriétaire d'écurie. Il faut toujours penser qu'au bout de la ligne, si ça est fait, c'est parce qu'il y a un virus qui circule et qu'on se doit tous, en tant que société, de faire en sorte qu'il se propage le moins possible. Je ne sais pas, René, si tu as un mot de la fin à rajouter? Ben, pas vraiment. En fait, je voudrais juste essayer de vous rappeler qu'à un moment donné, il y a un aspect qui peut peut-être être aussi évalué de votre part, c'est-à-dire d'avoir davantage de chevaux d'école qui sont en demi-pension. C'est aussi une façon d'offrir vos chevaux d'école à des gens et d'en obtenir un revenu. Alors, à vous de voir comment ça peut être fait, tout en gardant à l'esprit qu'il faut absolument que ce soit des gens qui sont autonomes et donc sécuritaires à cheval. Alors, moi, je vous souhaite bonne chance, puis on continue de travailler et de penser à vous. Et bon courage. Merci à tous, merci pour votre participation. René, avant de fermer la rencontre, est-ce qu'on peut avoir un récapitulatif rapide des documents qui vont leur être envoyés? Oui, bien sûr. Vous allez recevoir donc le protocole de biosécurité, le guide de la relance progressive des activités équestres. Vous allez recevoir la liste des municipalités qui se trouvent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Vous allez recevoir un lien également avec les questions-réponses concernant la conférence de presse qui a eu lieu hier, qui concerne le sport. On va vous fournir un lien. On va vous donner également les noms des employés de Cheval Québec qui pourraient vous rendre service dans l'évaluation du nombre maximum de personnes que vous pouvez recevoir dans votre écurie. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. Et le lien du webinaire pour le revoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On va vous envoyer ces documents sous peu. Et bon courage pour la suite. On est toujours avec vous. Merci à tous. Merci.